Le plus fou dans cette histoire, c'est que le recyclage de certains plastiques pourrait être dangereux pour notre santé. Pour comprendre comment on en arrive à cette conclusion, mettez votre doudoune. On vous emmène à Toronto. Ici, pas de plage noyée sous les déchets à filmer. Le plastique qui nous intéresse maintenant ne se voit pas à l'œil nu. Et c'est pour ça qu'il est encore plus inquiétant. Chelsea Rochman est une scientifique spécialiste de ce plastique microscopique. Le plastique, ça met des centaines ou des milliers d'années à se dégrader. Ça finit par disparaître, mais vraiment lentement. Et ça ne disparaît pas complètement. En fait, le plastique se dégrade en toutes petites particules. Celle-là, par exemple, elle doit faire 200 microns. Ça fait quoi 200 microns? 200 microns, c'est la taille de quoi? Ça fait quoi 200 microns? Peut-être bien, oui. Merci Mathias. Faut refaire le cadre, mais on comprend beaucoup mieux maintenant. C'est tellement petit qu'on appelle ça du microplastique. Depuis quelques années, le microplastique affole les scientifiques, qui en trouvent partout. Dans l'eau du robinet, dans le sel de table, dans la bière et jusque dans l'air que l'on respire. Ce qui ne serait pas si grave s'il n'y avait pas un risque. C'est ce qu'a découvert Chelsea Rochman en faisant une expérience sur des poissons. Elle a mis un groupe de poissons dans de l'eau de mer avec du microplastique et un autre groupe dans de l'eau sans plastique. Puis, elle a comparé ce qui leur arrivait au bout de quelques mois. Dans les poissons qui ont mangé du plastique, on a vu que les cellules se développaient très vite dans le foie. Souvent, c'est le début de tumeurs cancéreuses. Dans un des poissons, il y avait une tumeur qui faisait un quart de la taille du foie. On pourrait en conclure que c'est le plastique qui provoque la tumeur, mais c'est plus compliqué. Parce qu'un morceau de plastique, ce n'est pas seulement du plastique. C'est aussi un cocktail de produits chimiques qu'on ajoute au plastique pour le rendre plus flexible, plus souple ou plus résistant au feu. Dans ce cas-là, on appelle ça des retardateurs de flamme. Les retardateurs de flamme, c'est vraiment le produit chimique qu'on retrouve le plus souvent dans le plastique. Et comme on a mis beaucoup de retardateurs de flamme dans le plastique, ces produits chimiques partent aussi au recyclage. Mais avant de vous expliquer comment, patience. Nous allons vous raconter une petite histoire. Le feu est un ennemi sournois, une personne négligente, et c'est l'un de vos proches qui est en danger. Au départ de cette histoire de retardateur de flamme, il y a une obsession vieille comme le monde, la peur du feu. Cette peur va permettre aux industriels d'imposer dans les années 70 des produits chimiques censés retarder la propagation des incendies. Les retardateurs de flamme sont tellement populaires qu'on en met même dans les pyjamas pour enfants. Allez-y, monsieur. Mettez le feu. Personne ne se pose la question des effets de ces retardateurs de flamme sur la santé. Jusqu'à ce qu'une jeune chimiste de l'université de Berkeley, en Californie, s'y intéresse. Arlene Bloom, qui a alors 30 ans, décide de mener une expérience assez simple. Nous avions trouvé une petite fille qui n'avait jamais mis de pyjama avec retardateur de flamme parce que sa mère les achetait en Angleterre. Nous lui avons fait porter un pyjama avec retardateur de flamme et le lendemain matin, nous avons retrouvé des produits chimiques dans l'urine de la petite fille. Le produit en question était mutagène, il transformait l'ADN, ce qui signifiait qu'il pouvait être responsable de cancer. Les travaux de la scientifique ont un retentissement énorme. 3 mois après leur publication, les retardateurs de flamme sont interdits dans les pyjamas. Ensuite, la scientifique décide de faire un break. Sportif, le break. Pendant 30 ans, elle escalade les plus hauts sommets du monde, persuadée que l'affaire des retardateurs de flamme est derrière elle.
jusqu'à son retour aux États-Unis en 2006. À ce moment-là, j'avais un chat en bonne santé qui pesait dans les 8 kilos. Et puis, il a commencé à devenir de plus en plus maigre, quasiment squelettique. Mon vétérinaire a diagnostiqué une hyperthyroïdie. Et j'ai tout de suite pensé au retardateur de flamme. Alors nous avons fait des prélèvements sanguins sur le chat, j'ai fait analyser des échantillons de poussière chez moi, et dans les 2 cas, les taux de retardateur de flamme étaient énormes. Ce qui a échappé à Arlene Bloom pendant son tour du monde, c'est que depuis l'affaire des pyjamas, l'industrie des retardateurs de flamme n'a jamais arrêté son lobbying. Et toujours au nom de la sacro-sainte peur du feu. Dans leur campagne de communication, les industriels se félicitent d'en avoir mis dans les appareils électroniques, comme les ordinateurs, et tout l'électroménager. À la manœuvre, les fabricants de retardateurs de flamme bromés, ceux qui contiennent un atome qu'on appelle le brome. BR pour les intimes. Si on vous parle de brome, c'est que ça nous concerne tous. Le brome, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais il y en a partout autour de nous. En revanche, pour le détecter, il faut un spécialiste, un vrai, avec toute la panoplie. C'est quoi ce gros pistolet? En fait, c'est un spectromètre portable de fluorescence X. Donc en fait, on va exciter la matière avec un tube à fluorescence X. Non, c'est nul, c'est pas ça du tout. Et puis je voulais si, pas improviser. Ouais, non, mais c'est pas correct techniquement ce que je viens de dire. Ah ouais? Allez, comme la théorie est un peu compliquée, passons directement aux travaux pratiques. Démonstration. Donc en fait, il suffit de positionner le pistolet sur l'échantillon, d'appuyer sur la gâchette. L'analyse se fait en temps réel et je vois notamment qu'il y a pas mal de brome dans cet échantillon-là, à peu près 4300 ppm. 4300 ppm de brome, cela veut dire que dans la télécommande, il y a 4,3 grammes de brome par kilo de plastique. Ça ne vous dit certainement rien. Mais ça signifie que dans cette télécommande, les fabricants ont mis des retardateurs de flamme bromés. Le gros pistolet nous permet donc de voir si les appareils qui nous entourent contiennent ces produits chimiques. Et on ne va pas être déçu. Dans le salon, du brome, on en trouve d'abord dans l'ordinateur portable Pro, 600 ppm. Et puis dans la clé USB à côté, là on dépasse les 50 000. C'est énorme. Il y en a aussi dans la multiprise, presque 10 000 ppm. Mais c'est dans le chargeur de la perceuse qu'on en trouve le plus, 100 000 ppm. Donc là, on a mesuré quand même une quantité assez importante. Donc tous les produits bruns, généralement, contiennent ces retardateurs de feu. C'est quoi les produits bruns? C'est donc tout ce qui est téléviseur, magnétoscope, console de jeu. Tout ce qu'on a chez nous, quoi. C'est ça, exactement. Trouver des retardateurs de flamme dans les produits qui chauffent, c'est normal. Dans la cuisine, par exemple, on a détecté du brome dans la vieille télé à tube cathodique, dans la cafetière de Georges Clooney ou la bouilloire rouge de Paul Morera. Mais c'est dans la chambre d'Arsène, le petit garçon qui vit dans cet appartement, qu'on va avoir la plus grosse surprise. Ici, on trouve aussi du brome, pas dans l'ours bleu, mais dans ce petit cube noir qui n'a aucune raison d'en contenir. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on mesure presque 4000 ppm de brome. Quand même, on a pas mal de brome là, dans cet échantillon-là. Et puis là, il n'y a pas vraiment de risque, comme un téléviseur, que ça prenne feu. Ça mérite donc des analyses plus poussées. Direction le laboratoire. Quand nous recevons les résultats, un mois plus tard, nous n'avons plus du tout envie de jouer. Dans le cube, le labo a détecté 4 retardateurs de flamme bromés dangereux. Ils ont des noms à dormir debout. Nonabromo-diphényléther,
tétrabromobisphénol A ou décabromodiphényléther. Ces molécules sont considérées comme des polluants organiques persistants, des POP, car elles s'accumulent dans l'environnement et dans le corps et mettent des siècles à disparaître. Certaines sont neurotoxiques ou immunotoxiques. D'autres sont des perturbateurs endocriniens, toxiques pour la reproduction et le développement, et cancérogènes probables. Ça vous inquiète? Pourtant, ce n'est pas fini. Des POP, nous ne sommes pas les seuls à en avoir trouvé dans des jeux pour enfants. Plusieurs études confirment nos analyses. Dans ce rapport, publié en 2017, une ONG européenne a retrouvé des retardateurs de flammes dangereux dans des dizaines de cubes, mais aussi dans des robots et des petites voitures en plastique. Dans les jouets pour enfants, ces produits chimiques sont interdits normalement. Mais en lisant attentivement les rapports, on comprend qu'ils se sont retrouvés là à cause du plastique recyclé. Ce sont les plastiques recyclés qui contaminent les jouets. Pour voir comment cela peut arriver, il faut partir aux Pays-Bas. À ce moment de l'enquête, on vous le concède, on ferait bien une pause café sur les bords du canal à Amsterdam. Mais c'est dans une zone industrielle que nous avons rendez-vous. Là-bas, il n'y a pas de café. Bienvenue chez Coolrec, l'un des spécialistes européens du recyclage d'appareils électriques et électroniques. La première entreprise qui a accepté notre demande de tournage. Yep, here we go. Pour ça, on leur dit Dankjewel. Dankjewel beaucoup. Il faut suivre Mike Gordon, le directeur de la production. C'est dans ce hangar que ça se passe. Le plastique trié ici vient de vieux aspirateurs, de fers à repasser ou de téléphones dans lesquels les fabricants ont mis du brome. Il est livré pré-mâché par camion-benne. Celui-là, c'est du plastique qui vient des frigos. Et il est encore mélangé avec un peu de métal et d'aluminium. Et on doit nettoyer tout ça. Avant d'envoyer le plastique au recyclage, il faut lui donner un bain d'eau salée. C'est à ce stade qu'on est censé retirer le plastique qui contient des retardateurs de flamme. Le plastique qui flotte, c'est le bon plastique. Le plastique avec des retardateurs de flamme va couler. Ça, c'est parce que le brome est plus dense que l'eau. À l'intérieur de ces grands sacs, c'est le plastique, normalement sans retardateur de flamme, qui sera vendu pour être recyclé. Ok, on a compris le principe, mais pour être sûr qu'il n'y a pas de brome, on fait comment? Eh bien, on interroge le responsable qualité, Peter Smith. Vous mesurez le taux de brome? Non, ça on ne fait pas. On doit envoyer les échantillons à un laboratoire extérieur qui fait les analyses chimiques pour nous. Ok. Mais là, je ne trouve pas les analyses. Et si vous tapez brome, vous ne trouvez pas? Non, 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 non. Prenez le temps qu'il vous faut. Hé Mike, tu peux venir? On ne comprend pas le néerlandais, mais on comprend que les analyses de brome sont introuvables. Ce n'est pas obligatoire? D'après ce que je sais, non. Donc comment pouvez-vous être sûr qu'il n'y a plus de produits toxiques dans le plastique? Peter? Vous ne pouvez pas le prouver. Non, pas ici, non. Bon, c'est pas tout ça, mais rappelons que l'on parle de produits dangereux. Donc il faut que je vous croie sur parole. Effectivement. Là, je pense qu'il est vraiment temps de faire une petite pause.
Je crois que vous cherchez quelque chose de complètement différent de ce dont nous avons parlé. Vous pouvez arrêter de filmer, s'il vous plaît? Je vous demande, s'il vous plaît, de tout couper. Le monsieur qui vole au secours de son équipe, c'est le directeur de la communication. Au bout de quelques minutes de discussion, bizarrement, nous finissons par arriver à la même conclusion. Ça me surprend. Je pense que vous pouvez le comprendre. Je comprends, moi aussi. Que vous n'ayez pas d'analyse qui prouve que tous les retardateurs de flammes sont enlevés. Je suis entièrement d'accord avec vous. En interne, j'ai la même surprise. Mais nous testons notre plastique. Mais je peux imaginer que quand on parle de retardateurs de flammes, on a envie de savoir ce qui leur arrive. Et ça, nous, on ne peut pas le montrer. Pas pour l'instant. Bref, en quittant les Pays-Bas, on n'est pas vraiment rassuré. Sur le chemin du retour, en pensant à notre petit cube noir, on se dit qu'il y a peut-être un bug dans le recyclage en Europe. Et pas qu'aux Pays-Bas. En France aussi, des produits chimiques dangereux sont recyclés avec le plastique. C'est la conclusion d'un rapport publié par l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, en 2017. Mais pour évaluer la gravité de la situation, nous avons besoin d'un coup de main. Voilà. Et là, ce sont tous les documents que vous nous avez envoyés. Olivier Guichardaz est un journaliste spécialiste des déchets et du recyclage. Il a commencé à enquêter sur les plastiques bromés en 2016. Il a un peu d'avance sur nous. Voilà, et ça, ce sont des tableaux que j'ai faits à partir des données de l'INERIS. En s'appuyant sur le rapport de l'INERIS, le journaliste a effectué beaucoup de calculs pour trouver un chiffre clé. En fait, c'est simple. Simple. Il a calculé la quantité de molécules chimiques avec du brome qui se retrouvent dans le plastique recyclé. Les résultats sont assez inquiétants. C'est que 25 à 50% des substances qui devraient être retenues par le tri passent. Ça représente à peu près 30 tonnes en 2015. 30 tonnes de molécules polluants organiques persistants qui sont passées à travers le tri et qui ont été recyclées avec des plastiques. Donc ça fait des centaines, des milliers de tonnes de plastique qui sont ainsi contaminés avec ces molécules. Olivier Guichardaz contacte ensuite les industriels et les organismes responsables du tri. Je n'ai jamais eu autant de mal à obtenir des réponses précises aux questions précises que je posais. Jamais. Jamais. Des fois, je dis, mais enfin, ces déchets-là, ils vont où? Ah, on ne peut pas vous répondre. Mais comment ça? C'est des déchets dangereux. Et vous me dites que vous ne pouvez pas me dire où sont ces déchets dangereux? Ah non, on ne vous répondra pas. Avec le recul, nous le comprenons. Nous aussi, nous avons eu du mal à obtenir des réponses précises aux questions précises que nous avons envoyées aux principales usines de recyclage. Nous leur avons demandé, par exemple, si elles réalisaient des analyses pour mesurer le taux de brome. Dans le rapport de l'INERIS, 4 usines sont testées, celles des groupes Suez, de Richebourg, Gallo et Veolia. Les seuls à avoir accepté de participer, c'est l'usine de Veolia, près d'Angers. Ici non plus, c'est pas la Fashion Week. Mais en même temps, on est là pour le brome. On vous résume. Dans ce hangar, on reçoit les vieilles télés. Elles sont démantelées ici. Ensuite, on sépare le plastique du reste. Les métaux, par exemple. Les morceaux de plastique sont envoyés à la broyeuse et ressortent comme ceci. C'est après seulement qu'on enlève les plastiques bromés. Dans cette énorme machine qui fonctionne un peu comme un spectromètre géant. Elle détecte la concentration de brome dans le plastique à cet endroit précis. Et le seuil réglementaire à respecter ici, c'est 2000
ppm. Cela signifie qu'au-dessus de 2000 ppm de brome, normalement, les morceaux de plastique sont éjectés en haut et ne peuvent pas être recyclés. En dessous de 2000 ppm, le plastique repart dans la chaîne du recyclage et peut finir dans des jouets pour enfants. Mais dans son rapport, l'INERIS montre que le seuil de 2000 ppm est souvent dépassé. Interview en présence du responsable de la communication. Sur l'année 2015, on atteint, après le tri, des taux qui sont pour les écrans à tube cathodique de 2884 et pour les écrans plats de 4005. Oui, alors ce document, c'est une moyenne qui a été faite sur des échantillons qui ont été faits sur 4 sites. Aujourd'hui, on est bien en dessous des seuils dans les analyses que nous réalisons. Et ce n'est pas notre site qui est concerné par ces résultats. D'accord. Donc ce que vous dites, c'est que vous êtes les bons élèves et qu'il y en a d'autres, visiblement, qui font beaucoup moins bien leur boulot. Je dis juste que je respecte la réglementation et c'est mon travail. Une nouvelle fois, il faut le croire sur parole, le directeur. Comme toutes les autres usines de recyclage, Veolia refuse de nous communiquer ses analyses. Secret industriel, paraît-il. En repartant, devant les échantillons de plastique qui sortent de la machine, nous allons quand même tenter un truc. Et vous permettez que je reparte avec un petit échantillon? De ça? Ouais. Pour en faire quoi? Pour faire regarder, pour faire de l'illustration, pour... C'est possible? Vous avez des images, je n'ai pas de matière à laisser à disposition. Si vous permettez? Non, c'est bon? je ne mets pas à disposition. Pourquoi? S'il n'y a pas de problème... C'était pas prévu, mais allons-y. Merci. Allez. Pour quelques poignées de plastique, ils sont vraiment durs en affaires chez Veolia. Mais ça ira, on n'avait pas besoin de plus. C'est bon? Allez, la dernière. Allez, la dernière poignée et on y va. Bon, vous nous voyez venir. Puisqu'ils refusent de nous donner leurs analyses sur leur plastique, pourquoi ne pas les faire nous-mêmes? La plupart du temps, dans les morceaux de plastique de chez Veolia, le taux de brome, la première ligne sur l'appareil, est sous les 2000 ppm. Mais sur certains morceaux, ça dépasse. Un peu. Ou même beaucoup. Plus de 17 000 ppm. C'est presque 9 fois le seuil autorisé. Cela signifie que la machine super perfectionnée de l'usine modèle peut laisser passer des morceaux avec beaucoup de brome dedans. En discutant plastique bromé avec Olivier Guichardaz, le journaliste spécialisé, on découvre encore plus grave. Pendant des années en France, des plastiques bromés ont été envoyés sciemment au recyclage alors qu'on les savait dangereux. Dès 2003, une directive européenne explique que les matières plastiques qui contiennent des retardateurs de flamme bromés doivent être retirées des déchets. À partir de 2006, la directive est mise en place en France. Les plastiques bromés sont comptés, mais ils ne sont pas traités de façon différente. Ils sont soit mis en décharge, soit recyclés. L'essentiel était recyclé. Ça veut dire qu'à partir de 2006, on a recyclé des tonnes de retardateurs de flamme bromés, polluants organiques persistants. Et ça va durer combien de temps? Jusqu'en 31 janvier 2017. Et même encore en partie parce que le tri est mal fait. S'il est sûr de la date, c'est grâce à un document. Ce mail officiel daté du 31 janvier 2017 avec une consigne claire. La fraction bromée des plastiques doit être envoyée dans des sites habilités à incinérer des déchets dangereux. Avant cette date, ce n'était donc pas le cas. Le mail est signé du directeur technique d'Écosystème. En France, cet organisme gère pour le compte de la plupart des fabricants le recyclage des déchets électroniques, vos vieux ordinateurs ou vos vieilles télés. Et vous y contribuez.
Quand vous achetez un appareil, vous payez un petit supplément, l'éco-participation. Cette somme est versée à Écosystème, qui doit s'en servir pour dépolluer les déchets. Alors forcément, quand Écosystème accepte une interview, nous fonçons. Il est prévenu, monsieur Brabant, là? Il arrive, il vient de m'envoyer Super, un SMS. génial, parfait. Il nous donne 1 heure. Tout à fait. En gros, hein? J'aperçois, monsieur Brabant. Bonjour, monsieur Brabant. Bonjour, madame Husset. Vous allez bien? Très bien, et vous? Merci de nous accueillir ici, hein. C'est très sympa. Un plaisir, on est ravis de vous. Très sympa. vous Je vous en prie, entrez. C'est Christian Brabant, le directeur général, qui nous répond. Avant l'interview, une précision. Le rapport de l'INERIS, publié en 2017, a été réalisé à partir d'analyses faites dans 4 usines en 2014 et en 2015. Ça peut aider. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va faire l'interview ici, si vous pouvez vous asseoir ici. J'imagine que vous connaissez ce rapport. C'est un rapport de l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel des risques, un organisme public. Et en 2017, il est dit que le tri devait être amélioré. Alors, que le tri soit amélioré, je partage tout à fait le constat. Là où je ne suis pas tout à fait en ligne avec ce rapport, c'est qu'il y a un site qui a été défaillant. Il y a 4 sites qui ont été testés, donc sur lesquels on a fait des prélèvements. Et la personne en charge du pilotage de la machine sur un des sites a dû s'absenter. Enfin bon, A dû s'absenter? Pour des raisons personnelles. Il y a un décès dans sa famille. Ah, d'accord. C'est malheureux, mais effectivement, je Ouais. pense que le test aurait dû être mis parce que c'est cette personne qui Il n'a pas pilotait. été remplacé, il n'y a eu personne sur la... Cette personne a été remplacée par quelqu'un qui n'avait pas les compétences pour trier la machine. Ce jour-là, il y a une ligne de tri qui n'a pas fonctionné et pas de bol, vous n'avez vraiment pas eu de chance, c'est tombé le jour du prélèvement pour le rapport de l'INERIS. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, c'est pas moi qui invente le problème. On va regarder, si vous voulez bien, nous on va s'arrêter sur ce tableau-là, qui est ici. Pour l'année 2014, quand on regarde les concentrations en brome dans la colonne CRT, donc c'est ici, on est à 3458. Donc on est bien au-dessus, mais vraiment bien au-dessus de votre seuil réglementaire. Bon, vous me dites, ce jour-là, il y a eu un problème. Non, c'est pas ce jour-là, c'est en 2015 le problème. Il y avait un certain nombre de lacunes dans cette étude et les pouvoirs publics nous ont redemandé de faire des tests avec un protocole plus établi. Donc vous êtes en train de me dire, en gros, que la première année, l'étude a été menée n'importe comment et que la deuxième année, pas de chance, il y avait un site défaillant, mais que s'il n'y avait pas eu de site défaillant, ça aurait été formidable. Je dis que la méthodologie de la première étude n'a pas été faite avec une méthodologie rigoureuse qui est celle de l'INERIS. Si vous voulez, ce que je trouve bizarre, c'est on est d'accord que c'est 2014-2015, hein, ça a été fait en 2014-2015. Ces analyses, elles ont été confirmées et republiées dans un rapport de l'INERIS cette fois, mais alors pas du tout en 2014-2015, en 2018. Et là, dans ce tableau, tous les chiffres de l'INERIS sont confirmés. Et le comité scientifique, il a validé ça. Mais il n'a pas pris en compte la défaillance du site. Il n'a pas voulu prendre en compte la Vous défaillance. n'avez vraiment pas de chance. Oh, c'est fou. C'est la réalité. Est-ce que vos analyses, à vous, sont publiques? Elles ne sont pas publiques, mais elles sont communiquées au ministère. Nous, en tant que consommateurs, on n'a donc que les chiffres de l'INERIS. Je peux vous garantir qu'on a des bons chiffres et les pouvoirs publics en sont les témoins. J'ai encore eu une réunion la semaine dernière avec le ministère où on a carte sur table, y compris sur ce site qui a été défaillant. Donc on doit vous croire sur parole. On a travaillé avec un journaliste spécialiste des déchets, je pense que vous le connaissez, qui s'appelle Olivier Guichardaz. Il connaît bien votre secteur. À partir du tableau de l'INERIS, il a mesuré la quantité de molécules chimiques, les POP, polluants organiques persistants, qui partent au recyclage. Voilà ce qu'il dit, et vous allez voir, c'est très intéressant. Grâce à ce rapport de l'INERIS, j'ai essayé de calculer quelle partie des substances étaient retenues par le tri et quelle partie étaient passées malgré tout. Ça représente à peu près 30 tonnes en 2015. 30 tonnes de molécules polluants organiques persistants qui sont passées à travers le tri et qui ont été recyclées avec des plastiques. Alors je pense que le journaliste est parti, tel qu'il le dit, du rapport de l'INERIS du tableau 8 de 2015, donc qui est erroné du fait de ce site. Alors si vous éliminez ce site, vous êtes sur des niveaux bien inférieurs. D'accord, largement donc inférieurs. vous dites que ce journaliste a tort. Je ne dis pas qu'il a tort, il est parti de mauvais éléments. D'accord, il a fait une mauvaise analyse, il est parti... Non, son analyse est très bonne, mais ses conclusions sont fausses parce que les données d'entrée sont erronées. D'accord, donc c'est quoi votre chiffre?
Il y a combien de tonnes qui se retrouvent? On est largement inférieur, et je vous dis largement en dessous des normes. Mais on combien? De l'ordre de 6 ou 7 tonnes. 6 ou 7 tonnes, lui il dit 30, vous dites 6 ou 7 tonnes. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez enlevé, entre guillemets, ce que vous considérez, vous, comme... Il y a une défaillance. Comme le site défaillant. Oui, il y a une vraie défaillance de fonctionnement. C'est qui le mauvais élève, ce jour-là? C'est un des 4. Vous voulez pas dire le nom? Je ne dirai pas le nom. C'est pas Veolia, mais je ne vous dirai pas... C'est Suez. C'est Suez. Je vous laisse... ce site est sous surveillance particulière. D'accord, ce site de Suez. Ce site est sous surveillance particulière. Alors, lors de notre tournage sur le site Veolia d'Angers, on a un peu joué à écosystème. On a récupéré un échantillon de fragments de plastique. On a été quand même très surpris parce que sur certains morceaux de plastique qu'on a extraits de ce sac, on a mesuré une concentration de brome, mais alors qui dépasse largement, mais très largement le seuil de 2000 mg par kilo. On a même trouvé un morceau qui atteint 17 000 mg par kilo. Une pureté à 100% dans un tri n'existe pas. Quand vous lavez une salade, vous n'allez pas me garantir qu'il ne reste pas un puceron ou un grain de sable. Un puceron à 17 000 mg par kilo. Mais je vous ai dit, aucune machine ne peut traiter à 100%. Et ça ne veut pas dire que le seuil de la norme n'est pas respecté. Et en l'occurrence, sur ce site, je peux vous garantir qu'on a des seuils d'un très bon niveau. Je voudrais vous montrer ce mail qui a été envoyé par... C'est la dernière question, et puis après, moi j'y vais après. J'ai un rendez-vous. On vous l'a dit, on finit juste là-dessus, je vous promets. On finit cette question. Mais c'est trop important pour les téléspectateurs. On sait depuis des années que les retardateurs de flamme bromés posent problème. Vous le savez aussi, nous on le sait. Donc moi je me pose une question, si vous voulez. C'est que 2003, la directive européenne dit « Attention, ils doivent être mis à part ». Et 2017, là, vous envoyez un mail qui... semble être une très forte incitation. C'est même, je pense, plus qu'une incitation. C'est une obligation. Une obligation. Et pourquoi il y a autant de temps entre la directive européenne de 2003 et ce mail de 2017? Alors, la directive européenne de 2003 a été mise en place. On a exigé le tri. Depuis 2003, on sait par cette directive européenne que les plastiques bromés sont dangereux. D'accord? Pourquoi vous attendez janvier 2017? Non, il n'est pas dit qu'ils sont dangereux. On dit que les plastiques bromés doivent être triés. C'est vrai, monsieur Brabant. La directive indique que les plastiques bromés doivent être retirés, donc triés. A priori, on se dit que c'est parce qu'ils sont dangereux, mais aucun texte ne précise ce qu'il faut en faire exactement. Alors, au lieu de les envoyer à l'incinération par précaution, Écosystème va jouer la montre en se retranchant derrière ce flou réglementaire. Pourquoi vous attendez aussi longtemps, 2003-2017, c'est-à-dire 14 ans, pour, entre guillemets, traiter correctement ces plastiques dangereux? Je suis au regret de vous dire, vous ne voulez pas comprendre. Donc, ah si, j'ai envie de comprendre. Oui, mais là, vous obstinez à revenir en disant qu'on n'a rien fait. Peut-être que dans certains cas, on n'a pas été immédiatement dans la réaction. Je suis d'accord, on a loupé 6 mois. 6 mois seulement? Oui, la décision a été prise au niveau européen de les mettre en premier trimestre 2016. L'exigence est devenue en premier 2016. Donc vous dites on a eu un retard à l'allumage, mais seulement de 6 mois? Oui, 9 mois. Oui. Mais pas de 13 ou 14 ans? Ah non, absolument. Aujourd'hui, du plastique bromé... Je voulais juste vous demander, de 2003 à... Merci d'avoir... Je vous pose une dernière question quand même. Fini. Mais vous me claquez. Il me claque la porte au nez. Monsieur Brabant, juste... Vraiment désolé, juste sur cette question-là. Est-ce que vous pensez pas... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait incinérer tous les plastiques bromés, monsieur Brabant? Vous ne pensez pas que, par mesure des précautions, il faudrait envoyer tous les plastiques bromés à l'incinération de produits dangereux? C'est dommage, monsieur Brabant. Vu l'enjeu pour l'environnement et pour notre santé, vous auriez pu nous accorder quelques minutes de plus. Depuis cette interview, monsieur Brabant nous a écrit pour nous dire qu'Écosystème a toujours eu la plus grande attention à traiter au mieux les plastiques en respect des différentes réglementations et qu'en matière de recyclage des déchets électroniques, la France est en tête des pays les plus efficaces. Veolia nous a envoyé un courriel. Eux aussi avaient des révélations à nous faire. Nous avons réalisé 5 prélèvements comparatifs dans le bac où vous avez effectué votre prélèvement. Ces 5 échantillons présentent donc tous une concentration en brome inférieure à 2000 ppm. Et d'ajouter, c'est bien l'échantillon constitué par tous les morceaux
qui doit présenter une concentration en brome inférieure à 2000 ppm. En tout cas, leurs analyses, on les attend toujours. Pour conclure cette enquête, juste un chiffre. Le dernier, c'est promis. Depuis que vous avez allumé votre télévision pour regarder ce cache, 120 millions de bouteilles en plastique ont été fabriquées dans le monde.